Bon, vous n'allez pas vous étonner de nous voir ensemble, ni nous exprimer en duo, puisque nous sommes une sorte de tandem à la Laurel et Hardy. Et ici, ce qui nous rejoint, ce qui nous réunit, c'est effectivement Paul Delvaux. Moi, j'envie beaucoup, Jean, de s'être plongé dans l'univers de Paul Delvaux. On va voir tout de suite pourquoi et ce qui les a amenés. C'est que un jour, on s'apercevra qu'il y a deux illustres artistes belges parmi d'autres, mais il y en a deux qui émergeront. L'un qui émerge déjà depuis longtemps, ayant habité à Saint-Titeswald, le premier étant Paul Delvaux et le deuxième étant Jean Geniot. La seule chose qui nous distingue, c'est que moi j'ai rencontré Paul Delvaux et que mon souvenir est lié à un simple détail, mais extrêmement pénétrant et solide, c'est sa main. C'est-à-dire, je me souviendrai toujours d'avoir serré une immense main de créateur, en fait. Il était venu voir un spectacle où jouait le mari d'un de ses modèles. Et c'était intimidant. Il y a peu de figures comme ça dans mon parcours de journaliste et de témoin qui m'est autant intimidé par une vraie, réelle, profonde prestance. Et puis, il y a Jean qui lui, est aussi un citoyen de Saint-Titeswald, comme Delvaux, et inévitablement, ils étaient appelés à se trouver. Et ils se trouvent maintenant dans le cadre d'une action, d'un projet, qui n'est pas seulement le livre dont nous allons parler, mais aussi toute une perspective de regard sur un de nos plus grands créateurs. En fait, c'est vrai qu'on ne sépare rarement Delvaux de Magritte. Ils sont certainement les deux grands peintres du XXe siècle, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler un figuratif fantasmé. Et il y a une anecdote amusante d'ailleurs à leur sujet, c'est, vous savez, ils étaient tellement appréciés vers la fin de la vie de Magritte, et Delvaux allait heureusement lui survivre quand même quelques années, qu'ils étaient beaucoup sollicités par les collectionneurs. Et donc les collectionneurs s'adressaient à l'un et à l'autre et leur commandaient des tableaux et discutaient du prix du tableau avant même qu'il ne soit achevé. Et il y a une anecdote qui dit que une personne qui était l'intermédiaire de Delvaux aurait répondu à un collectionneur qui était étonné qu'on lui demande plus pour cette œuvre qu'il n'avait été convenu précédemment. Il aurait répondu: oui, maintenant Magritte est mort, donc il est seul sur le marché. Ce n'est qu'un aspect évidemment de cette déformation terrible que prend aujourd'hui le marché de l'art, puisqu'il est en train de dénaturer l'art en général, sauf les tout grands artistes. Et c'est le cas, évidemment, de Paul. Alors, on va parler d'un livre tout à fait insolite, parce qu'il est double, il est à double face, pour des raisons qu'il se veut délibérément bilingue, qu'il se trouve qu'il a décidé d'être véritablement belge. Et c'est vrai que la Belgique est un pays complexe dans lequel un artiste bruxellois, essentiellement francophone, a passé l'essentiel de sa vie en bord de mer du Nord, exactement comme Jean, d'origine wallonne, ayant été formé dans le Hainaut et à Bruxelles, a trouvé dans le sillage de son père un extraordinaire lieu de séjour et de méditation et de création dans ce même espace de Saint-Titeswald, sur lequel d'ailleurs il entretient pas mal de légendes
qui sont présentés avec tellement de conviction que tout le monde finit par y croire. Si vous voulez en connaître quelques-unes, vous n'avez qu'à vous plonger dans une publication dont nous nous occupons ensemble, comme vous savez, qui s'appelle Marginal, depuis que la revue a été reprise. C'est le dernier numéro, ça. Hein, c'est le numéro sur Johnny Hallyday, qui s'appelle Johnny Flupke Hallyday. Et dans de précédents numéros de cette nouvelle série Marginal, qui est quand même maintenant forte de combien de numéros déjà? C'est facilement... 296. Oui, d'accord, ça c'est depuis les origines, mais depuis qu'on a commencé, de 230 à 296, oui, ça fait un peu moins de 65 numéros. Et dans ces numéros, il y a depuis longtemps des nouvelles de gens qui ont été reprises par la suite, quelquefois, dans des recueils, et Jean est le troisième responsable de cette revue qui a été créée par Albert Ekepars, comme vous savez, qu'on a estimé devoir faire revivre après la mort d'Albert, parce que comment faire revivre un écrivain? On ne peut pas poursuivre son œuvre, mais on peut poursuivre son action d'animateur de Marginal était quand même très très importante, et ces gens qui président aux destinées de la revue maintenant avec moi. Donc, alors il m'a demandé de parler avec lui de ce livre qui est un peu, je vais employer une expression flamande parce que on va se permettre d'être un peu bilingue aujourd'hui. C'est un peu l'œuvre de Jean in een notendop, comme disent les Flamands, c'est-à-dire en une coquille de noix. C'est un objet relativement réduit par le nombre de pages, mais où énormément d'éléments constitutifs de son talent de conteur, de novelliste et de romancier apparaissent, c'est-à-dire d'abord une véritable délicatesse dans la perception des signes parlants, des signes révélateurs, une complicité avec les figures qu'il met en scène. Il y en a essentiellement 3 dans cette nouvelle. Un soin extraordinairement sévère sur les signes que l'on va mettre en évidence au fil du récit, ce qui en fait finalement un écrivain assez proche du plasticien, qui lui aussi travaille sur des signes révélateurs. Et d'une certaine façon, la très belle aquarelle de Delvaux colle moins au sujet qu'au style, à cette espèce de finesse du trait, de sens de la nuance, de délicatesse. Je me répète là, mais c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Je signale à ce propos que Jean n'est pas seulement l'auteur de quelques recueils de nouvelles, mais d'un roman que je trouve injustement méconnu, qui s'appelle Les mots de Maud, et dont il devient véritablement urgent qu'il nous soit à nouveau accessible. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire un jour une lecture publique de tout ça. Alors, il faut quand même que je te laisse un peu la parole. Non. Mais c'est très drôle. Vous savez que nous avons aussi tous les deux affaire à un autre Delvaux qui nous a énormément marqué, beaucoup plus moi que toi d'ailleurs, qui est André Delvaux, le cinéaste. Et c'est à peu près au moment où il y a jusqu'un an, j'essayais de faire un bilan de ma vision d'André Delvaux, que tu t'es véritablement investi dans la célébration de Paul Delvaux. Quel type de célébration? Parce qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez des amateurs d'art, par exemple, la première chose qu'ils vous disent, c'est « Tu sais, j'ai trouvé ça à telle vente, j'ai payé autant, et maintenant on a offert autant. » C'est le commentaire. Plus l'artiste est un peu connu, plus la réduction ad argentum est manifeste.
Ce qui fait qu'il y a aussi une espèce de déperdition du regard analytique sur les œuvres, sur les artistes plasticiens. Et je pense aussi que la meilleure manière d'en parler est une manière qui n'est pas celle de l'exégète ou de l'analyste ou qui part de théories, qu'elles soient psychanalytiques ou linguistiques ou que sais-je. Ce sont celles qui sont les plus imaginatives. Et c'est ce qui est le propre des grands commentateurs de peinture. Fromentin, c'est parce qu'il était évidemment aussi peintre, mais c'est quelqu'un qui parle admirablement de la peinture des autres en écrivain et même en romancier. Et il y a cette approche aussi dans cette nouvelle. Alors, bon, allez. On s'était dit une chose, c'est que, on va pas prendre tout le temps, mais qu'on allait prendre le risque de... Oui. Mais pas le commentaire. C'est-à-dire que je pense que tu as envie, en dehors des réactions à ce que je viens de dire, de lire un peu un extrait du texte. Mais peut-être quand même une petite réaction à ce que tu viens de dire, dont je te remercie et dont je suis particulièrement heureux d'avoir eu le réflexe d'installer mon enregistreur pour pouvoir le réécouter dans les moments de découragement et dans tous ces moments où on se demande à quoi il sert d'écrire sans être diffusé, lu ou publié, ce qui sont des moments qu'on peut tous rencontrer. Mais peut-être pour revenir sur ce projet autour de Delvaux, parce qu'en fait ceci est effectivement une coquille de noix, mais c'est une coquille de noix qui flotte pour le moment sur un petit ruisseau qui est appelé à irriguer d'autres publications de cet ordre-ci, c'est-à-dire des publications qui auront le même format, une nouvelle traduite en néerlandais et illustrée de 2 ou de 1 ou de 3 illustrations provenant des réserves de la Fondation Paul Delvaux, où se trouvent à peu près 4 ou 5 000 œuvres qui n'ont jamais été mises au jour, qui font partie des collections de la Fondation, qui est une fondation privée, la Fondation du musée Delvaux à Saint-Idesvald, a été créée par le neveu de Paul Delvaux, Charlie Van Deun, dont aujourd'hui décédé, et dont la fille poursuit cette action qui est de préserver le patrimoine delvalien et son accessibilité à travers notamment un musée que je vous recommande d'aller visiter, qui est un musée assez inouï, dont en surface on ne voit qu'une petite maison de pêcheurs, vous voyez ces petites maisons de pêcheurs, murs blancs, toits rouges, qui s'appelle le Vlierhof, en dessous duquel a été creusé par Charlie Van Deun du vivant de Paul Delvaux. Donc Paul Delvaux a vu l'édification de ce musée, a été creusé 1000 mètres carrés d'exposition. Donc il y a un espace de 1000 mètres carrés en sous-sol, creusé sous la dune, sous la rue, la petite ruelle qui maintenant s'appelle rue Paul Delvaux. Et dans 1000 mètres carrés, vous avez une collection permanente d'œuvres qui est exposée. Non seulement œuvres, mais aussi, c'est un peu comme ici, nous sommes dans la maison de Camille Lemonnier, il y a le bureau de Camille Lemonnier à l'étage. Il y a aussi dans ce musée Delvaux toute une série d'objets qui appartiennent à l'univers familier de Paul Delvaux, comme des maquettes de train qu'il avait commandées chez un maquettiste, donc il faisait faire des maquettes de train. Le maquettiste existe encore, j'ai été le rencontrer dernièrement pour qu'il me raconte un peu comment ça se passait avec Delvaux pour justement nourrir. Alors là, je reviens maintenant après une longue digression vers le projet de cette collection qui est d'écrire pour toute une série de thématiques illustrées par des inédits de Delvaux, des souvenirs imaginaires, inventés, réels, tout à fait fictifs ou en partie fictifs, autour de la figure de Delvaux à Saint-Idesvald. Et
pour vous donner de la figure de Delvaux ou du musée Delvaux, de cet espace assez particulier dont j'ai été, pour revenir à la rencontre avec Paul Delvaux, j'ai aussi rencontré Delvaux 2 ou 3 fois dans ma vie, mais sans jamais oser ni lui serrer la main ni l'approcher. En fait, quand j'étais enfant, j'ai toujours fréquenté cet endroit. Enfin, quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fréquenté cet endroit au moment où il était petit musée, puis il s'est agrandi. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de me trouver dans le musée que je fais toujours visiter à tous les amis qui viennent à Saint-Idesbal. Je les oblige à visiter le musée Delvaux avant d'entrer chez moi. J'ai à plusieurs reprises croisé Paul Delvaux qui errait dans son musée, surtout au moment où, devenu aveugle, il venait surtout écouter les commentaires des touristes qui venaient rendre visite à son musée. Et c'est l'objet de cette première nouvelle qui tourne autour de cet épisode réel que j'ai déjà vu Delvaux dans son musée en train d'écouter des touristes visiter son musée, pour en faire quelque chose d'un peu plus nourri. J'ai fait de ces touristes des Japonais, donc qui parlent entre eux une langue que Paul Delvaux ne connaît pas. J'ai imaginé que le narrateur était un autocariste qui emmène des touristes japonais, parce qu'il faut savoir que Saint-Idesbal et le musée Delvaux se trouvent dans les programmes des tours opérateurs du monde entier. Donc il y a des Chinois, des Russes, des Japonais qui viennent. Je ne sais pas combien d'entre vous sont allés au musée Delvaux, mais il y a beaucoup moins de Belges francophones ou néerlandophones d'ailleurs qui vont au musée Delvaux proportionnellement que ceux qui viennent des États-Unis ou qui viennent du monde entier en autocar. Et donc l'idée qu'on avait avec Jacques, c'était que je lise le début de la nouvelle pour vous mettre un peu en bouche cette ambiance, et que Jacques lise la fin de la nouvelle, qui est le moment où apparaît Paul Delvaux dans le musée, mais en néerlandais cette fois-ci, comme ça vous verrez alors, avant, parce que comme on n'a que 25 minutes et qu'on risque de devoir rater, 5 minutes, oui. je vais faire ma petite page de publicité. Pour ceux qui aiment Paul Delvaux, je m'occupe aussi de tout ce qui est, disons, les éditions qui vont tourner autour de Paul Delvaux. Donc on va par exemple rééditer des livres, des romans, des recueils de nouvelles qui ont été illustrés par Delvaux, donc on va les rééditer, mais aussi on essaye de réacquérir de nouvelles œuvres en vendant notamment des lithographies aux enchères. Et donc je vous signale, et vous êtes les premiers, donc c'est presque un délit d'initié, que le 14 décembre, il y aura une vente aux enchères de Vernimou, qui sont exposés pour le moment dans une exposition au musée Delvaux, et que vous pouvez donc aller voir pour vous décider à les acquérir. Et j'avais encore une page de publicité à faire, mais j'ai oublié quelle était la deuxième publicité que je voulais faire. Donc, alors, je commence à lire, si vous voulez bien, si Jacques veut bien, à moins que tu... Donc, le début, donc la mise en place de cette nouvelle, donc qui est illustrée de cette gravure-ci, de cette aquarelle-ci du côté francophone, et d'une aquarelle qui ressemble plus au sujet du côté néerlandophone, qui est plus un portrait. J'ai encore une dizaine d'exemplaires du livre, mais pas plus. Sur place ici. Sur place ici. Après l'entendre. Je ne suis pas prêt d'oublier cette rencontre, ce choc entre deux mondes. Ce jour-là, c'était un vendredi. Comment je m'en souviens? Le vendredi, c'est le jour des Japonais, comme nous disions à l'agence. Je peux même être plus précis, c'était le vendredi 15 juillet 1994. Une fois visités les sites bruxellois, jour 1 dans leur programme belge, les groupes de touristes embarquent dans les autocars stationnés devant leur hôtel pour entamer le jour 2, le dernier d'un périple exténuant qui les aura conduits dans la plupart des capitales européennes. Le lendemain, samedi, aux petites heures, ils retourneront dans leur pays par le vol Bruxelles-Tokyo qui décolle de l'aéroport de Zaventem. Après Bruges et Gand, je conduis l'autocar vers Saint-Idesbald, que mon groupe, sans doute constitué d'intellectuels ou d'artistes, a choisi parmi les options de l'après-midi. Mes collègues, eux, sont retournés à Bruxelles, où leurs touristes vont s'égayer dans les chocolateries qu'ils ont repérées lors de la visite de la Grand Place, ou dévaliser les boutiques de luxe à proximité de la Porte Louise. Dans le rétroviseur de l'autocar, j'observe la dizaine d'infatigables qui ne cessent de babiller à propos de surréalisme en peinture, des peintres belges et bien sûr de celui auquel ils vont consacrer leurs dernières heures sur le vieux continent, Paul Delvaux. Non, je ne parle pas japonais, mais leur guide, debout à côté de moi, accroché au micro, lisait ce qu'il fallait savoir du peintre dans un grand catalogue dont la couverture était illustrée d'un des tableaux du maître,
Sans ce livre, je n'aurais jamais reconnu le nom Delvaux dans le commentaire criard et ininterrompu « Y a-t-il des points et des virgules en japonais ?» que le guide lisait en criant à l'intention de ses compatriotes qui de temps à autre poussaient des grands O et A enthousiastes. On aurait dit des enfants en voyage scolaire. Heureusement, ils n'ont pas chanté. Nous arrivâmes à Saint-Idesbald un peu après 14 heures. Je comptais mes touristes à la sortie de l'autocar pour être sûr, lorsque nous repartirions, de ne pas en avoir oublié un dans le musée, où ils s'engouffrèrent à la suite de Kigoshi, le guide. Je réglai le montant de la visite à l'entrée du musée et rejoignis le groupe qui avait déjà commencé la visite. Grâce au O et au A, je ne tardai pas à les retrouver. Kigoshi, qui ne disposait plus du micro de l'autocar, s'époumonnait devant chaque œuvre. Une jeune fille était particulièrement attentive aux explications. Elle se tenait près de lui dès qu'il reprenait son souffle pour entamer le commentaire d'un tableau. Dès que l'explication s'achevait, elle s'approchait de l'œuvre et la contemplait, seule, tandis que le groupe s'agglutinait déjà au milieu de la salle suivante. Je restais près d'elle pour être sûr de ne pas la perdre lorsque nous repartirions. Alors, pour la suite, donc, notre autocariste est bien sûr tombé amoureux de la petite jeune fille qui s'appelle Yuri Kikuchi et qui essaye de lui expliquer que ce qu'elle voit de Delvaux, puisqu'elle prépare une thèse sur Delvaux, s'apparente à ce qu'on appelle le ukiyo, un mouvement artistique à partir duquel elle allait essayer de tracer des parallèles avec l'œuvre de Delvaux. Et je vais vous expliquer ce qu'est le ukiyo, mais je vous laisse découvrir dans le livre, en laissant la parole maintenant à Jacques pour la fin du récit, c'est-à-dire le moment où apparaît une figure étrange dans ce musée. Alors, en fait, moi, vous savez que mon seul métier sérieux que j'ai jamais fait, c'est prof de flamand. Et je me dis que vous, vu l'âge moyen d'entre vous, vous devez encore avoir eu quelques souvenirs d'une époque où on savait enseigner le flamand à des francophones. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Sur la question du ukiyo, le personnage s'exprime un peu, enfin récite une espèce de poème, et je vais vite lire le poème et puis on passera à la fin de la nouvelle. Alleen het nu beleven. Zich volledig overgeven aan de contemplatie van de maan, van de sneeuw, van de kersenbloesem en van de eesdoornblad. Zich niet laten ontmoedigen door armoede en haar niet op uw gezicht laten doorschemeren, maar afdrijven als een kalebas op de rivier. Dat is ukiyo. Et alors, surgit le personnage allégorique presque de Delvaux. Et il dit à la jeune fille: bedankt dat u me op de rivier hebt laten afdrijven. Donc il reprend l'expression du poème. Hij maakte een buiging met zijn lange en dunne lichaam. Hij ging weg. Hij was op weg naar de uitgang toen een jong meisje haar arm onder de zijne stak en vriendelijk zei: kom, oom, ik zal je begeleiden. Toen begreep ik, de autocarist, de emotie van Yuri. Ze had de oude man herkend. Paul Delvaux kwam geregeld in zijn museum. Op het einde van zijn leven was hij volledig blind geworden, c'est ce que tu racontais tout à l'heure, en hield ervan om hier te komen zitten om naar de geleide bezoeken te luisteren. Zo liet hij zich meevoeren door de commentaren in alle talen op zijn boeken, op zijn doeken. Natuurlijk begreep hij niets van wat er in het Japans werd gezegd. Maar dat stoorde hem niet. Ik denk dat hij van de muziek, van de abstractie van deze stemmen hield. Toen Yuri in het Frans en het Engels begon, was hij zeker geroerd door de manier waarop ze over zijn laatste werk sprak. Dit gezicht
geschilderd toen hij van de wereld alleen nog een onduidelijke mengelmoes van lichtende vlekken kon zien. Dit gezicht, dat hij volgens Jury had geschilderd, gedreven door het heimwee naar de pas geborene, naar het vage mysterie van een nog onbekende stem, naar dat wat nooit meer zal zijn, maar er al eeuwig is. Peut-être que je vais lire le tout dernier paragraphe en français pour ceux qui... Je compris alors l'émotion de Jury, qui avait reconnu le vieillard. Elle avait reconnu le vieillard. Paul Delvaux venait régulièrement dans son musée. À la fin de sa vie, devenu aveugle, il aimait à s'y installer et écouter les visites guidées. Il se laissait ainsi bercer par ce qu'inspiraient ses toiles aux visiteurs dans toutes les langues. Bien sûr, en japonais, il ne comprenait rien de ce qui se disait, mais cela ne le dérangeait pas. Je pense qu'il aimait ces voix pour leur musique, pour leur abstraction. Lorsque Jury recourut au français et à l'anglais, il a dû être sensible à sa façon d'évoquer sa dernière œuvre. Ce visage, peint alors qu'il ne voyait plus du monde qu'un assemblage indécis de taches lumineuses, ce visage vers lequel, selon Jury, il était revenu, poussé par ce rêve de nouveau-né, de retrouver l'indistinct mystère d'une voix encore inconnue, vers ce qui ne sera plus, mais a été de toute éternité. Vous voyez, on sent la finesse de touche à la fois de la peinture et de la poésie japonaise. Alors, dans le texte flamand, qui a compris 20%? Qui a compris 50%? Qui a compris 80%? Qui a compris 100%? Hein? Donc, vous voyez, c'est une petite démonstration. Mais je pense que nous sommes dans un très étrange pays. Nous sommes dans un très étrange pays. Nous sommes des gens cultivés, lettrés, attentifs. Et notre étrangeté à cette langue qui est de ce territoire est plus énorme que si j'avais fait une traduction en anglais, par exemple. J'étais étonné de si bien comprendre, et je me suis souvenu que des professeurs de néerlandais au début du secondaire, et je n'en ai plus fait énormément, mais franchement, votre diction et votre allemand m'ont paru pratiquement facile. Oui, mais ça c'est parce que je parle le algemeen beschaafd, bien sûr, c'est ça. Oui, oui, c'est tout le problème, mais c'est en train d'évoluer tout ça. Non, non. En blaguant, je peux quand même vous dire ceci, j'ai 82 ans, j'ai suivi le cours de néerlandais pendant 8 ans. Excusez-moi, je comprends rien. Ah ben. Donc il y avait de mauvais profs à l'époque aussi. Oui, 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 eh ben voilà. C'est même pire que je ne pensais. On a 3 ans d'anglais. Oui. On a 8 ans d'anglais. Voilà. Oui. Bien, je vous recommande alors la lecture. Oui, oui, en juxta. Ah non, non, bien sûr. Non, non. Enfin. Alors, oui, il faut le signaler. Mais non, alors je ne sais pas qui a fait la traduction, parce qu'elle a été faite par plusieurs personnes du musée Delvaux. Ah oui, elle n'est pas signée. Non, 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 il parlait que français. Mais en fait, Delvaux, non seulement a vécu... Delvaux, pour répondre à votre question, monsieur, Delvaux, non seulement, ne parlait pas néerlandais, mais a vécu une grande partie de sa vie à Watermal-Boisfort, mais est né en Wallonie. Donc il a aussi cette dimension belge complète, je dirais, d'être né dans la région de Huy, d'avoir vécu son âge adulte à Bruxelles et d'avoir vécu son âge d'artiste, je dirais, à Saint-Idesbald. Voilà. Excusez-moi d'avoir abusé de la circonstance pour faire un petit test dont je rêvais depuis très longtemps. Et on a respecté le temps, hein. Plus ou moins. Merci de votre attention.